Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78, nous sommes le jeudi 21 avril, voici les titres. L'information a été révélée il y a quelques jours, 18 lancements de la fusée Ariane 6 vont être effectués dans le cadre du projet Kuiper d'Amazon, un contrat historique pour Arianespace, filiale d'Ariane Group installée au Mureaux. Antonin Ferry, directeur commercial, lanceur d'Ariane Group, est notre invité. À 3 jours du deuxième tour de la présidentielle, beaucoup s'interrogent encore sur leur vote. Pour ne pas s'abstenir, un Morpasien a fait le choix de donner sa voix à sa fille de 10 ans. Elle s'est rendue aux urnes avec son père le 10 avril dernier. Et puis vous le voyez, cet espace a été inauguré hier pour sa réouverture annuelle. Le parc France Miniature compte une nouvelle aventure à Élancourt. Elle est dédiée à Koh-Lanta. Cette occasion sur ce site d'Élancourt, Clémence Castel, qui est une figure emblématique de la célèbre émission télévisée, est venue pour cette inauguration. Mais avant de développer ces titres, un énorme feu de forêt s'est déclaré en début d'après-midi dans la commune de Rochefort en Yvelines. D'après les informations relayées sur Twitter par les pompiers des Yvelines, plusieurs hectares seraient touchés. 50 pompiers sont mobilisés sur place. L'incendie est stabilisé, mais l'intervention est toujours en cours. Aucune habitation n'est touchée. Le maire de la commune, Sylvain Lambert, et la sous-préfète de Rambouillet, Florence Guilbert, sont sur place. Et des axes routiers sont fermés aux environs de la commune de Rochefort en Yvelines. Il s'agit des axes départementaux 27, les routes départementales 27, 988 et 132. On ne connaît pas encore la nature de cet incendie. Et j'accueille à présent mon invité dans ce journal, c'est Antonin Ferry. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur commercial lanceur chez Ariane Group. On va parler avec vous dans un instant de ce contrat historique signé avec Amazon. Mais avant, je vous propose de regarder ce sujet de Mélanie Poquet. Malgré la distance avec les sites de lancement, l'industrie spatiale est bien implantée dans les Yvelines avec la présence de grands acteurs et de laboratoires de recherche. Elle n'entraîne pas des astronautes, mais les STACA à Montigny-Bretonneux à sa filière spatiale. L'école forme des ingénieurs, ceux qui pensent les lanceurs, les engins ou l'exploitation des satellites. Enfin, Philae s'est posé sur Tchoui. 20 ans qu'il l'attendait. Novembre 2014 comme un accomplissement pour les équipes de l'OVSQ. Le laboratoire de l'université Versailles-Saint-Quentin a participé à l'élaboration de 7 instruments sur Rosetta et le robot Philae. L'OVSQ, c'est aussi l'UVSQ-SAT, le nanosatellite du Latmos placé en orbite en janvier 2021, ou encore Persévérance, le rover présent sur la planète Mars. Le rover Persévérance est d'ailleurs équipé d'une caméra orientant un laser, un dispositif conçu dans les Yvelines à Buc, plus précisément derrière la conception 3D+. Maître d'œuvre d'Ariane 5 et Ariane 6, le groupe du même nom a son siège au Mureaux. Il vient de décrocher un contrat avec Amazon pour 18 lancements de son dernier fleuron sur 3 ans. Des lanceurs spatiaux réutilisables au loge en Josas, le laboratoire de Sirius Space Service pense à la mise en orbite de satellites. Créée en avril 2020, la start-up emploie 35 collaborateurs encore en phase de développement. Le premier vol inaugural est prévu en 2025. L'espace est aussi une histoire de passionnés, ils n'en font pas leur métier mais scrutent souvent le ciel. Plusieurs clubs d'astronomie sont présents dans le département, comme celui de Vélizy-Villacoublay ou de Plaisir. Le Radio Club de Saint-Quentin en Yvelines a même participé à la mission de l'UVSQ-SAT. Une place prépondérante de l'espace dans les Yvelines. Je rappelle qu'Antonin Ferry est avec moi en plateau, directeur commercial, lanceur à Ariane Group qui est installé au Mureaux. Alors ça a été dit dans le reportage, Arianespace et Amazon ont signé début avril un accord. 18 lancements d'Ariane 6 sont prévus dans le cadre du projet Kuiper d'Amazon. Alors ni Arianespace ni Amazon n'ont communiqué sur les montants de ce contrat. Rassurez-vous, je ne vais pas vous les demander en plateau, mais on parle d'un contrat historique. C'est le plus gros contrat jamais signé pour Arianespace. Absolument, je vous le confirme. Écoutez, c'est une énorme satisfaction et une énorme fierté parce que ce contrat, qui est le contrat le plus important jamais signé de toute l'histoire du lanceur Ariane, en fait, c'est un pari gagné. C'est un pari gagné, c'est une victoire de l'industrie européenne qui témoigne de l'excellence technologique des Européens. Donc on en est évidemment extrêmement fiers. Oui, vous parlez d'industrie européenne parce qu'on précise juste qu'il y a 83 lancements qui sont prévus en tout dans ce projet Kuiper d'Amazon et finalement Ariane c'est le seul acteur non américain qui va intervenir sur ce projet.
Exactement. Donc nous sommes honorés de la confiance qui nous a été témoignée, qui je pense est le résultat de la réputation de fiabilité qu'Ariane a développée au fil des ans avec les différents modèles. Actuellement Ariane 5, avec un très beau lancement réussi à Noël dernier, celui du télescope James Webb, et demain Ariane 6, le nouveau fleuron européen. Et donc c'est un contrat signé, alors que mon oreillette part, c'est pas grave, je vais la mettre de côté. C'est un contrat qui a été signé, on le rappelle, par Arianespace, filiale d'Ariane Group. Donc on parle de choses différentes. Quelle est la différence entre Arianespace, Ariane Group ? Alors vous avez deux groupes différents. Ariane Group, qui est un groupe de 7000 personnes, filiale d'Airbus et de Safran, installé en Allemagne et en France et ici au Mureaux, vous l'avez rappelé, les Mureaux, ville de l'espace. Nous concevons et nous fabriquons la fusée, et nous avons une filiale qui est Arianespace, qui est chargée d'opérer cette fusée et de la commercialiser. C'est donc la filiale chargée de la commercialisation. On travaille évidemment la main dans la main, et c'est parce que nous avons travaillé de manière intégrée, extrêmement efficace, que nous avons réussi à décrocher ce contrat. Et juste avant de vous demander les coulisses, comment c'est négocié, comment a été décroché ce contrat, qu'est-ce que le projet Kuiper, si on peut l'expliquer très concrètement à nos téléspectateurs ? Alors, le projet Kuiper, en fait, c'est ce projet porté par Amazon d'une constellation de satellites pour de rendre Internet accessible sur l'ensemble de la planète. Donc c'est plus de 3000 satellites qui vont être mis en orbite basse dans les années à venir et qui vont permettre d'avoir une excellente connectivité Internet sur l'ensemble du globe. Donc l'idée c'est de placer en orbite ces satellites. Ça va se dérouler sur combien d'années ces lancements ? À peu près 4 ans, 3 à 4 ans. Donc, comme vous l'avez rappelé, un travail collaboratif entre plusieurs lanceurs. Et nous sommes le seul lanceur non américain à avoir récupéré une part du contrat. Je précise juste que dans ce projet, il y a aussi 38 lancements qui seront assurés par l'américain ULA et 37 par Blue Origin, qui a été fondé par Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Alors justement, comment ça s'est noué cet accord ? Quelles sont les coulisses ? Qu'est-ce qui a porté le choix d'Amazon sur Ariane, justement ? En fait, un contrat comme ceci, c'est une aventure. C'est quelque chose qui dure pendant 2 ans, qui a des hauts, des bas, des périodes d'attente, beaucoup de suspense également. Donc c'est quelque chose qui a commencé fin 2019 avec des visites secrètes du client qui ne voulait pas faire connaître son identité à l'époque puisque le projet était sous scellé. Et donc qui est venu nous rendre visite ici dans les Yvelines, au Mureaux, afin de voir l'état d'avancement et l'état d'avancement de la conception de la nouvelle fusée Ariane 6. Cette visite s'est bien passée. Nous avons emmené Amazon à Kourou également assister à un lancement qui s'est extrêmement bien déroulé. Et donc c'est comme ça que ceci a été enclenché, que la relation a été enclenchée. Et ensuite nous avons commencé ces discussions dans le contexte dégradé du Covid. À l'époque, en mars 2020, l'ensemble de la planète était mise sous confinement. Donc nous avons réussi à entamer les discussions dans ce contexte. Et puis nous avons remis finalement au cours de ces 2 ans 4 offres successives pour s'ajuster de plus en plus aux besoins du client, en s'appuyant évidemment sur la connaissance d'Arianespace, qui a développé une connaissance intime des besoins de ce client, et en s'appuyant également sur les équipes d'ingénieurs d'Ariane Group et de leur longue expérience en matière de développement de lanceurs, sur l'ensemble de nos partenaires européens, puisque Ariane, c'est 600 entreprises, petites et grandes, dans 13 pays européens, et sur les agences spatiales comme le CNES ou l'Agence spatiale européenne. Et pour ces lancements, on parle d'Ariane 6 qui va remplacer Ariane 5. C'est le nouveau lanceur. Quelles sont les évolutions ? Les évolutions sont majeures, donc on est extrêmement fiers de ce nouveau lanceur Ariane 6 qui présente des particularités techniques extrêmement innovantes qui lui ont permis d'aller décrocher ce contrat. Donc déjà c'est un lanceur plus compétitif, c'est également un lanceur qui est capable de faire qui est un lanceur intelligent. Il est capable d'aller positionner très précisément sur orbite une série de satellites. Donc ce que l'on fait aujourd'hui avec Ariane 5, c'est envoyer 1 ou 2 satellites en orbite. Ariane 6 a un étage supérieur polyvalent, doté d'un moteur supplémentaire, d'un moteur auxiliaire qui lui permet d'aller positionner ces grappes de satellites un peu partout, au bon endroit sur les orbites, et donc d'être parfaitement adapté pour déployer des constellations. Et tout comme Ariane 5, les principales étapes de fabrication de ce lanceur vont se faire au Mureaux ? Absolument, donc les Mureaux, c'est le site de conception et c'est également le site de fabrication du premier étage du lanceur. Ça ne change pas. Donc ça ne change pas pour ce site des Mureaux. On imagine aussi un carnet de commandes qui s'est rempli grâce à ce nouveau contrat. Du coup, quelles sont les retombées ? Est-ce qu'on parle de création d'emplois pérennisés plutôt, d'emplois pérennes sur ce sujet ?
Alors à ce stade, on parle effectivement d'une montée en cadence de ce lanceur qui correspond exactement à ce qu'on attendait. Donc on est en phase de consolidation. Et en fait, on va passer d'une cadence de production d'environ 4 ou 5 pour Ariane 5 à une cadence 10 à 11 pour Ariane 6. C'est une progression massive. Et l'ensemble du système industriel avait été dimensionné en anticipation pour cette cadence. Donc on parle plutôt effectivement de consolidation des mesures actuellement en place. Avec une place centrale, on l'imagine, pour le site des Mureaux, un berceau de cette fusée aérienne qui a une histoire en plus centenaire. On va terminer juste cet entretien, puisqu'on arrive déjà à la fin, sur le calendrier. Les premiers lancements sont prévus pour quand, du coup ? Alors, quelles sont les prochaines étapes ? Donc les prochaines étapes, ça va être d'abord de finir le développement et de lancer le vol inaugural de cette fusée Ariane 6, puisque nous avons vendu cette fusée alors qu'elle n'existe pas encore. C'est donc ça aussi l'exploit commercial et la confiance qu'on nous manifeste. Donc là, nous avons 2 essais assez critiques que nous allons réaliser cette année, des essais à feu de l'étage supérieur et pour la première fois un essai de la fusée sur son pas de tir à Kourou. D'accord. Et si tout va bien, cela nous emmène à un premier lancement en fin d'année. Et à partir de là, nous enchaînons la montée en cadence industrielle et nous commençons à lancer Kuiper à partir de la fin de l'année 2024. Donc voici les prochaines étapes, et vous parlez de Kourou, bien sûr, le port spatial européen qui est situé en Guyane française. Merci Antonin Ferry d'être venu en plateau pour nous parler de ce contrat historique signé par Ariane Espace avec Amazon, et je rappelle que vous êtes le directeur commercial lanceur chez Ariane Group. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre invitation. Et J-3 avant le deuxième tour de l'élection présidentielle, au lendemain du débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, la question de la participation se pose toujours. Au lieu de s'abstenir, un habitant de Maurepas a décidé de donner son vote à sa fille de 10 ans. Après plusieurs discussions et réflexions, Diane a fait son choix et s'est rendue aux urnes avec son père lors du premier tour. Le reportage de Mathilde Franco. Je me suis dit, plutôt que de m'abstenir, parce que finalement ma voix sert à rien, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre solution ? Et puis j'ai considéré qu'à 10 ans, comme elle s'intéresse déjà depuis plusieurs années, qu'elle pose des questions, ça pourrait être intéressant pour elle de donner sa voix. Donc je lui ai proposé qu'on regarde ensemble les différents programmes des 12 candidats et candidates, qu'on puisse en parler si elle avait besoin, répondre à ses questions, lui expliquer les termes qui sont pas forcément évident quand on a 10 ans. J'ai regardé des vidéos de quelqu'un qui donnait des informations et j'ai essayé de voir ce qui serait le mieux pour nous, aussi ce que je pense sur le niveau de la jeunesse, l'école, parce que je voulais que en tant qu'enfant on n'ait pas que des trucs pour les grands. Par exemple, j'ai regardé un petit peu sur ce qu'ils disaient sur l'écologie, sur l'immigration, parce que je veux pas complètement être isolée des autres. Ça a pris assez longtemps, mais à chaque fois j'essayais de mettre une note sur 10 de ce que je trouvais bien ou pas. Ça m'a aidé à me décider. J'ai eu des 2 sur 10. Ouais, c'était qui ? Pour Madame Le Pen, parce que je trouve que ses idées sont pas terribles. Moi je pense que c'est pas ce qui m'intéresserait le plus, et c'est peut-être pas ce qui peut aider la France en particulier. L'important pour moi, c'est que ça soit raisonné. Peu importe le choix qu'elle fera, c'est qu'elle y ait pensé, qu'elle ait pensé aux arguments, qu'elle ait pu poser des questions si elle a besoin, et que ça soit pas un choix juste sur il a l'air plus gentil ou je sais pas, elle est plus jolie. Et ton choix s'est porté sur qui alors ? Sur le candidat Jean-Luc Mélenchon, parce que je trouvais qu'il votait beaucoup pour l'égalité, et du côté jeunesse il nous faisait des avantages. Et hier, mercredi, c'était donc le débat de l'entre-deux tours, traditionnel débat de la présidentielle. Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont échangé sur leur programme et leurs différences durant près de 3 heures. Wilfried Richy fait le débrief de ce débat avec le député des Yvelines, Bruno Millienne. Dans quelques jours, nous irons donc aux urnes pour désigner le président de la République. Bruno Millienne est notre invité. Bonjour. Bonjour. Député de la 9e circonscription, élu du MoDem, soutien de la République En Marche et donc du président candidat Emmanuel Macron. Hier se tenait donc ce débat du second tour de l'élection. Nous avions prévu également ce jeudi de vous faire débattre face au Rassemblement national sur ce plateau. Mais son responsable dans le département nous a signifié, et je vais reprendre ces termes, que le déchaînement des médias en général envers leurs candidates les oblige à annuler débats et interviews, dont acte, et nous vous recevons seuls aujourd'hui. Pour débuter, j'aimerais avoir votre sentiment sur les échanges de mercredi soir. Comment avez-vous jugé la prestation de votre candidat ?
Alors, je vais commencer peut-être sur la prestation des deux candidats, en fait. Le débat a été plus intéressant qu'en 2017, parce que plus posé, finalement, plus calme. On a pu entendre vraiment le fond des projets de l'un et de l'autre. Et ça, c'était important, parce que du coup, ça a donné un éclairage beaucoup plus significatif que ce qu'on avait pu avoir en 2017. Alors, on s'est aperçu d'un côté qu'il y avait un projet chiffré, il y avait l'expérience du président de la République, et de l'autre côté, un projet plus porté sur les slogans. On l'a vu, ça a commencé très mal pour Marine Le Pen avec le pouvoir d'achat, où finalement, il n'a pas été compliqué de démonter le fait que son pouvoir d'achat basé simplement, pas que simplement, mais en partie sur la baisse des TVA, ne tenait pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on dénonce déjà depuis des mois, qui malheureusement n'a pas été souvent repris dans les médias en général. La TVA, la baisse de la TVA, d'abord c'est quelque chose de terriblement injuste, puisque ça profite en réalité aux plus riches, puisque ce sont eux qui consomment le plus, donc c'est eux qui en bénéficient le plus. Et puis si on prend par exemple ne serait-ce que le panier de la ménagère, je ne vais pas rentrer dans les chiffres, mais si on prend que le panier de la ménagère, c'est quand même une économie globalement de 13 € par ménage et par an en global, et pour les 30% les plus pauvres, seulement de 10 € par ménage et par an. Ce qui est beaucoup moins finalement que à la fois le chèque inflation, le chèque énergie ou le chèque alimentation. On va revenir sur ce point précis d'ailleurs du pouvoir d'achat dans un instant, mais juste avant de parler un peu plus du fond sur la forme, il a été aussi peut-être reproché encore une fois Emmanuel Macron d'avoir été peut-être un peu plus hautain, d'avoir été plus distant. Alors que la compassion, c'est plus ressenti du côté de Marine Le Pen aussi. En fait, chacun s'est un peu adressé à son électorat. Mais d'un côté, il y a une fausse compassion. Bon, on l'a bien vu sur l'histoire de la TVA. Franchement, que la TVA bénéficie à Marine Le Pen, qu'on n'a pas besoin, c'est pas de la compassion vis-à-vis des gens qui n'ont pas de pouvoir d'achat. De l'autre côté, on peut le voir de deux façons différentes, l'attitude du président de la République. D'abord, il y avait des passages qui étaient... Moi, j'ai regardé attentivement, c'était des passages qui étaient très énervants. Je pense qu'il a quand même gardé son calme de manière assez royale ou présidentielle, je ne sais pas comment on peut dire ça, parce qu'il y avait quand même des énormités qui étaient sorties. Donc on peut analyser ça comme étant, certains vont le dire, quelque chose dans l'attitude du président qui peut paraître hautain, et d'autres comme quelque chose de plus de pugnacité et de volonté de prouver que c'est pas vrai. Voilà, donc il y a deux façons de voir les choses. Vous avez parlé du fond, pour y revenir, sur les propositions pouvoir d'achat, c'était l'un des premiers sujets qui a été abordé lors du débat d'hier. Proposition de baisse de TVA, proposition du côté de votre candidat sur les fameux chèques qui sont distribués, chèques alimentaires, il y a eu aussi le bouclier sur le gaz, l'électricité, remise à la pompe aussi de 18 centimes qui serait pour l'instant maintenue. Quoi qu'il en soit, quand on écoute le débat d'hier, on a quand même le sentiment qu'il y a encore de l'argent magique en France. Non, alors, de part et d'autre. On parle sur 600 milliards de dettes, on part sur un déficit de balance commerciale de 85 milliards. Oui, non, mais on peut considérer ça comme ça. On est dans une situation de crise exceptionnelle. On l'a pas ressenti hier dans le débat. On avait l'impression que oui, il y avait des solutions, que ce soit des chèques, des TVA. Alors, vous avez deux projets totalement différents. D'un côté, effectivement, on aide et on soutient le temps qu'il faut pour venir en aide aux ménages les plus modestes. C'est toute la panoplie des chèques qu'on a mis en place, c'est aussi le bouclier tarifaire sur l'énergie, mais ce sont des mesures provisoires, c'est pas la même chose que de baisser la TVA de manière pérenne, ad vitam aeternam, qui là fait un trou au niveau du budget de l'État qui est considérable. Je crois que de mémoire si on prend que l'essence, à la pompe, c'est quelque chose de l'ordre de 10 milliards. Si on prend le panier de la ménagère, c'est de l'ordre de 3,8 milliards. Et ça, c'est pérenne. C'est quelque chose que vous perdez tout le temps et régulièrement. Alors que de l'autre côté, effectivement, ce sont des mesures qui sont temporaires, qui resteront le temps qu'il faut, mais le jour où la situation va mieux, ça s'arrête. Mais c'est pas la même chose. Mais aujourd'hui, on continue de creuser, en tout cas. Mais oui, mais enfin, quelque part... Alors, Mais est-ce que c'est pas, à la veille de ce second tour aussi, avoir un discours de vérité envers les électeurs que de leur dire, et on pourrait parler aussi de la retraite et l'âge de la retraite, sur lesquels chacun des deux candidats n'ont pas forcément été le plus très clair, et on a bien senti un peu gêné aux entournures, parce que quoi qu'il en soit, il faudra travailler plus, il faudra rembourser cette dette, il faudra trouver de l'argent. Et de ce côté-là, Marine Le Pen est pas très claire dans son projet. Parce qu'en réalité, si vous dites pour les moins de 20 ans, c'est 40 annuités et ils partent à 60 ans, pour tout le reste, c'est plutôt 67.
que 64. Donc vous voyez déjà, et puis il n'y a pas que ça dans le projet de la réforme de retraite du président de la République. Bien évidemment, l'âge de la retraite, c'est un problème, on l'a vu, c'est ce qui nous a aussi coûté pendant le mandat sur la réforme des retraites. Moi, j'aurais adoré qu'on fasse la retraite universelle par points, parce que pour moi, c'est la plus équitable. Et quand on a commencé à parler effectivement du seuil de l'âge de départ à la retraite, là, ça a posé problème, et les Français n'en ont pas voulu. Dont acte. Néanmoins, on le sait, il va falloir à un moment ou à un autre qu'on travaille plus longtemps. Mais ça ne peut pas être que dans un sens. C'est pas simplement retarder l'âge de départ à la retraite. Il y a plein d'autres mesures. La retraite minimum à 1 100 €, ça c'est quelque chose d'important pour les gens qui ont les plus petites retraites. Ça, Marine Le Pen, ça n'existe pas chez elle. Je vais vous prendre un autre exemple. L'accompagnement des seniors, puisque c'est bien de retarder parce qu'on en a besoin de rééquilibrer les comptes pour maintenir cette retraite par répartition qui est quelque chose d'intergénérationnel que le monde entier nous envie. Mais il faut aussi s'occuper de la problématique des seniors, on va dire 50, 55 ans jusqu'à 65 ans, pour qu'ils restent dans l'emploi. Et là, il va y avoir un effort énorme fait sur la formation professionnelle et sur le tutorat et sur le mentorat que, par exemple, les Allemands savent très bien faire. Il faut qu'on s'en inspire. En quelques mots, parce qu'il y a d'autres sujets que j'aurais souhaité aborder aussi, on sent, si Emmanuel Macron est aussi réélu, qu'il y a une demande envers les entreprises, que les entreprises s'impliquent aussi. Et je pense à ça notamment avec la prime qui porte son nom, la prime Macron portée jusqu'à 6 000 €. Ça veut dire aussi que les entreprises doivent faire des efforts, doivent prendre leur part aussi. Alors, 2 volets là-dessus, parce que ça c'est important. Vous avez d'un côté l'augmentation du salaire demandé aux entreprises de 10%, mais bon, il y a des entreprises... Ça, c'est la proposition de Marine Le Pen. Mais il y a des entreprises qui ne pourront pas le faire. Honnêtement, elles peuvent le faire sur un one-shot, mais elles ne peuvent pas le faire de manière régulière. Et encore, c'est des recettes qui rentrent en moins, parce qu'on les exonère de toute cotisation fiscale. Et de l'autre côté, c'est de dire que... j'ai perdu le fil. Sur la proposition d'Emmanuel Macron et qui était d'augmenter cette prime qui était versée. Alors, c'est pas que la prime. L'idée, c'est quoi? C'est aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'entreprises qui versent des dividendes à leurs actionnaires. Demain, ces entreprises seront obligées d'abonder pour les salariés de la même manière en participation, en intéressement. On verra. Et pour celles qui ne peuvent pas le faire, parce qu'elles ne versent pas de dividendes, d'accord, on augmente la prime Macron, on la passe à 6 000 €. Ça ne veut pas dire que tout le monde touchera 6 000 €, mais dès que vous avez des bénéfices, ou en tout cas des dividendes, vous pouvez redistribuer à vos salariés. Le pouvoir d'achat, on en a beaucoup parlé au cours de cet échange. C'est l'une des préoccupations, si ce n'est la première des préoccupations des Français. Si on peut voir un petit tableau avec les chiffres qui ont été compilés par Ipsos notamment et qui reviennent sur tout ça. Préoccupation principale, il y en a d'autres aussi. On en a peut-être un petit peu moins parlé. On entend toujours un peu moins parler. C'est la question de l'environnement, même si là on a appris que par Emmanuel Macron que son prochain Premier ministre, s'il était réélu, serait en charge de cette question-là plus spécifiquement. Il y a la question de l'immigration, de la sécurité et de tout ça. On va pas avoir le temps d'y revenir, mais ce n'était pas le but de notre échange ce matin. Néanmoins, il y a un autre chiffre sur lequel je voudrais vous faire réagir. Ça a été réalisé avant le débat d'hier. Pour seulement 41% des Français, Emmanuel Macron veut vraiment changer les choses. C'est 63% pour Marine Le Pen. Mais parce que peut-être nous, on s'inscrit dans une continuité de l'action qu'on a commencé à mener. On a eu une première partie, c'est pour ça qu'un quinquennat, c'est court, on a eu une première partie, en plus on a quand même subi quelques crises, mais la première partie, c'était vraiment de relancer l'économie. Pourquoi relancer l'économie, libérer les entreprises, de manière à ce qu'elles puissent être performantes, compétitives et qu'elles créent de l'emploi. C'est ce qui s'est fait. Baisse du chômage, comme on n'a jamais vu, notamment pour les jeunes, ça ne s'était pas vu depuis 40 ans. Et la deuxième partie du projet initial du président Macron, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, on attaque vraiment le social par des réformes de fond, que ce soit sur l'hôpital avec la santé, que ce soit, on l'a vu, sur les retraites, mais que ce soit l'apprentissage, on a commencé, c'est un vrai succès. Voilà, il y a toutes ces mesures-là. Donc, d'un côté, effectivement, il y a ça, qui est une continuité où on va accélérer, et de l'autre côté, c'est un programme de rupture, mais c'est un programme de rupture qui ne tient pas, qui va appauvrir les gens plus que les gens ne le croient, et avec, finalement, un projet qui est fait de slogans et qui se heurte à la réalité de la vie de tous les jours. Mais par rapport à cette situation, est-ce que vous n'avez pas peur non plus que ce soit, une fois de plus peut-être, un vote contre et pas un vote pour? Et il faudra composer ensuite avec. Et puis composer aussi pour le troisième tour, celui des législatives. Mais c'est compliqué, c'est là, on va pas avoir le temps, mais c'est là où il va falloir un jour rebondir sur la réforme de nos institutions. Parce que vous voyez bien que l'élection du président à 2 tours, telle qu'on l'a dans la Constitution de 58,
pose un problème. Au premier tour, forcément, vous choisissez. Il y a pléthore de candidats, je crois qu'on en avait 12. Donc, forcément, vous trouvez un candidat qui vous ressemble le plus et pour lequel vous allez voter. Et au deuxième tour, forcément, il y a toute une grande majorité de Français qui se retrouvent plus parce qu'ils ont 2 candidats qu'ils n'ont pas forcément choisi. Et là, pour le coup, effectivement, souvent, et on l'a vu élection après élection, ils votent pour celui ou celle qu'ils considèrent comme étant le moins pire pour eux ou le plus proche, entre guillemets, de ce qu'ils pensent. Effectivement, il faudra revenir sur ce système des institutions et puis peut-être sur les abstentions, l'abstentionnisme, peut-être juste en 2 mots également. Vous vous êtes beaucoup impliqué sur cette question-là. Vous avez lancé un groupe de réflexion aussi. Ce sera notre mot de la fin. Abstentionniste, vous leur dites quoi dimanche pour qu'ils aillent voter ? Je dis simplement aux abstentionnistes que notre démocratie est quand même bien faite. Enfin, on vit bien en France et que l'abstention, c'est la pire des réponses, puisqu'en fait, vous faites du nini et vous donnez des voix soit à l'un, soit à l'autre en n'allant pas voter. Et après, moi je préfère que les gens aillent voter et puis on leur a mis conscience. À la limite, peut-être, on parlait de la réforme des institutions, de penser à faire quelque chose sur le vote blanc, mais l'abstention c'est la pire des choses. Quand vous vous abstenez, finalement, vous pouvez difficilement reprocher quoi que ce soit au vainqueur dans l'application de son projet. Merci Bruno Millienne, député MoDem des Yvelines, d'être venu sur ce plateau à quelques jours du second tour de l'élection présidentielle. Un retour en direct sur TV78 pour continuer à parler de cette élection présidentielle. Dimanche 24 avril, nous saurons qui d'Emmanuel Macron ou Marine Le Pen sera le président de la République jusqu'en 2027. C'est l'occasion pour nous de faire un point sur le rapport de force dans les Yvelines entre La République En Marche et le Rassemblement National. Bichente Mayen-Santisteban m'a rejoint en plateau. Bonsoir Bichente. Bonsoir. De la rédaction de TV78. Petit retour en arrière, Bichente. Quels étaient les résultats du premier tour sur l'ensemble du département ? Eh bien, tout d'abord, arrivé en tête dans les Yvelines, Emmanuel Macron a récolté 33% des suffrages. Le président sortant devance Jean-Luc Mélenchon, qui lui se situe à près de 23%. En troisième position, la candidate du Rassemblement National, Marine Le Pen, décroche, elle, plus de 13% des voix. Et si on rentre dans le détail, Bichente, est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent ? Alors oui, sur les 259 communes yvelinoises, le candidat de La République En Marche est en tête quand même dans 201 communes. Sans surprise, Emmanuel Macron domine dans la plupart des grandes villes du département, des zones urbaines plutôt aisées et souvent proches de Paris, qui représentent une partie de la France, on peut le dire, qui va bien, puisqu'à contrario, dans les villes urbaines et populaires, c'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive en tête. Et il y a aussi les communes rurales, là aussi ça change. Oui, effectivement, dans certains villages yvelinois, notamment au centre du département, autour de Montfort-l'Amaury et Maule, ou encore dans le Rambolitain et la vallée de Chevreuse. Qu'en est-il justement des résultats de Marine Le Pen dans le département des Yvelines ? La candidate du Rassemblement National, Grégory, est en tête dans 41 communes. Ce sont des villages ruraux de 200 à 1000 habitants, des municipalités situées au nord du département, essentiellement autour de Mantes-la-Jolie, à la limite avec l'Eure-et-Loir à l'ouest et l'Eure et le Val d'Oise au nord. Nous pouvons donc considérer qu'il représente une France périurbaine populaire. Il y a aussi quelques résultats notables à relever. Oui, Marine Le Pen réalise une performance électorale notamment sur les territoires ouvriers. Elle arrive en tête à Flins-sur-Seine, commune où est située l'usine historique de Renault, puis à Gargenville également. Il faut savoir qu'elle était déjà arrivée en tête au premier tour en 2017 dans ces deux villes. Pas de grand changement donc là-dedans. Pour le second tour de dimanche, le mystère plane autour du positionnement des électeurs yvelinois de Jean-Luc Mélenchon. Abstention, vote blanc ou bascule vers l'un des deux candidats. Réponse dimanche soir. Un résultat donc dimanche soir à 20h. Merci Bichente. Et je vous précise qu'on sera aussi au lendemain de cette élection, au deuxième tour de cette élection présidentielle. TV78 vous proposera une édition spéciale pour revenir justement sur le résultat de ce deuxième tour. Dans l'actualité également, ce chiffre 120, le nombre de conducteurs recherchés par le groupe Savac pour compléter ses effectifs. La société a organisé cette semaine une journée découverte destinée aux demandeurs d'emploi. Justement, Bichente Mayen-Santisteban a suivi la matinée. J'en suis très contente parce que je cherche du travail depuis tellement longtemps et ça paraît correspondre à ce que je peux faire. Monter à bord d'un de ces bus pour découvrir le métier de conducteur, c'est ce qu'a proposé le groupe Savac à une dizaine de demandeurs d'emploi ce mardi 19 avril. Je suis ravie de pouvoir avoir cette opportunité ouverte parce que le métier que je faisais, il est mort en quelque sorte. Tout ce que je sais faire n'est plus reconnu. Donc il faut bien que je rebondisse. Moi, ça me remet dans le bain et puis ça me permet de voir comment les sociétés fonctionnent actuellement.
Au programme de la matinée, une réunion de présentation de la société et de ses métiers, suivie d'une découverte de lignes régulières entre La Verrière et Saint-Rémy-les-Chevreuses. On réalise dans le cadre des recrutements des stages de ce type-là, alors plutôt sur des heures de pointe. Là, c'était vraiment pour avoir une première approche, pour que les gens puissent se projeter sur que fait un conducteur de car quand il est en phase de conduite, comment ça se passe avec ses clients. Après avoir déjeuné ensemble, l'après-midi est consacré à de nouvelles discussions et des entretiens individuels, l'occasion d'aborder les métiers possibles entre tourisme, lignes régulières, transport d'entreprise ou scolaire, mais aussi les contraintes. Il faut bien sûr se lever tôt le matin, puisque nous emmenons soit les personnels, soit les enfants à l'école ou au travail. Donc vous comprenez bien qu'on démarre leur journée avant eux, et le soir on finit aussi après eux, puisqu'on les ramène de l'emploi vers leur domicile. Le groupe Savac recherche une centaine de conducteurs pour reconstituer les effectifs d'avant Covid et amorcer convenablement la période de tourisme estival. Tribu jaune ou rouge, pour fêter sa réouverture, le parc France Miniature à Elancourt propose désormais un nouvel espace dédié à Koh-Lanta. L'îlot a été inauguré en présence de Clémence Castel, célèbre participante de l'émission télévisée, Bichente Merien Santisteban et Patrick Jacques de Dixmude pour le reportage. Plus nécessaire d'envoyer sa candidature pour se défier sous les couleurs des tribus jaunes ou rouges. Un espace de jeu Koh-Lanta inauguré dans le parc France Miniature par l'une des figures emblématiques de la célèbre émission, Clémence Castel. Dans cet univers, on retrouve l'univers Koh-Lanta évidemment et toutes les épreuves qui vont avec. Il y a une épreuve de chasse au trésor, c'est un milieu très, très aquatique, donc forcément dans Koh-Lanta on retrouve de l'eau, que ce soit sur les plages ou même par la pluie, malheureusement parfois. Petits et grands pourront traverser les bambous dans le but d'en sortir le moins trempé possible jusqu'à l'affrontement final sur la mythique épreuve des poteaux. Pour tous les fans de l'émission, ben voilà, ils vont retrouver tout ce qui entoure et tout ce qui fait rêver dans Koh-Lanta, c'est-à-dire l'aventure, le dépassement de soi. Et je suis sûre que les familles vont passer un très très bon moment dans cet univers. Un espace pensé avec ALP, la société de production de Koh-Lanta. Il a fallu à peu près 1 an en termes de conception entre la réflexion et l'inauguration. Ils avaient déjà travaillé ensemble sur le précédent lieu thématique du parc, l'antre du Père Fouras du Fort Boyard, inauguré en 2017. Notre constance, c'est de garder des marqueurs qui sont pour les familles, que ça soit à partager entre enfants transgénérationnels. Ça, c'est notre marqueur et qui est soit un côté ludique et pédagogique, mais en tout cas, on veut qu'il y ait des sensations, des émotions, du partage. Il faudra donc compter sur ce détour des paysans pour visiter le parc aux 117 monuments à petite échelle, car sa présence est irrévocable. Et puis un mot de sport, Maïva Amadouche va bien continuer sa carrière. La rumeur d'une retraite à 32 ans planait hier après une story Instagram où la boxeuse de la team Faroujah Elancourt laissait entendre qu'elle raccrochait les gants. Joint par TV78, son agent Nathalie Elf dément l'information et parle plutôt d'un coup de sang suite à une grosse déception, l'annulation de son prochain combat. Elle devait affronter la Belge Delphine Persoun en mai à Dubaï, mais son adversaire a finalement refusé. Celle que l'on surnomme El Benen au compte 7 titres de championne du monde, 24 combats, 22 victoires, dont 18 par KO et seulement 2 défaites. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très belle soirée avec TV78.